Je sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de hype concernant House of the Dragon. House of the Dragon, saison 3, épisode 1. Comme d'habitude pour ce genre de vidéo, je vais spoiler. Si vous n'avez pas vu l'épisode qui est sorti aujourd'hui, allez le voir et revenez après. Car je pars du principe que si vous êtes à la 3e saison, vous avez vu l'épisode et ensuite vous avez envie de partager un avis ou d'écouter quelqu'un qui en parle. C'est assez compliqué comme House of the Dragon parce que même si la première saison était excellente, la deuxième avait quelques problèmes, je la défends quand même. Je trouve qu'elle est bien, je trouve qu'il y a des vraies qualités dans la saison 2 aussi, mais ça vient des problèmes en coulisses. Ils ont changé de showrunner principal, maintenant c'est Ryan Condal qui s'en occupe. Ils se sont embrouillés, HBO, Condal et George R. Martin. Donc en fait, Martin, il est plus du tout dans le projet et ça se ressent un petit peu parce que la saison 2 n'avait pas beaucoup avancé par rapport au livre. Bref, il y a plein de problèmes en coulisses. À la base, la saison 2 devait avoir 10 épisodes, il n'y en a eu que 8 au final, et l'épisode 1 et 2 de cette saison-là, en théorie, aurait dû être la fin de la saison 2. Donc voilà, c'est un peu particulier, c'est un peu problématique ce qui est passé avec House of the Dragon. Il y a eu la grève des scénaristes aussi, des acteurs, ça ralentit la production. Il y aura une dernière saison qui devrait sortir en 2028 et ensuite la série sera terminée. J'ai l'impression qu'en fait la hype est un peu redescendue avec la saison 2. J'ai l'impression que Knight of the Seven Kingdoms a vraiment volé la hype à House of the Dragon et moi j'ai plus hâte de voir plus de Knight of the Seven Kingdoms aujourd'hui que House of the Dragon. Pourtant j'aime beaucoup House of the Dragon. Mais là c'est vrai avec les histoires en coulisses, avec tous les problèmes qu'il y a eu de production, avec vraiment l'énergie avec laquelle les gens regardent aujourd'hui la série et comment eux l'ont produite, bah oui t'es un peu moins impliqué dedans. Et je sais même pas si je vais faire la critique semaine par semaine, tous les lundis, à voir. Mais en tout cas, j'ai beaucoup moins cette hype que j'avais avant lorsque la saison 2 est sortie. Là, oui, j'ai regardé. Oui, on va en parler. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un peu redescendu. Peut-être pour tout le monde. Dites-moi dans les commentaires si je suis seul ou pas. Mais j'ai l'impression qu'on n'est plus du tout dans le même délire. C'est comme un peu la saison 2 de Last of Us, quoi. La saison 2 de Last of Us, elle a vraiment mis sur le côté beaucoup de personnes en termes de stats, d'audience et tout. En termes de notes. Là, on va voir si la saison 3 de House of the Dragon marche bien en termes d'audience. Je suis très curieux. Mais en tout cas, voilà, je pense que dans la culture populaire, sur Internet, dans la vraie vie, les gens s'en fichent un petit peu, contrairement à Knight of the Seven Kingdoms ou évidemment Game of Thrones à l'époque. Mais on va parler de tout ça quand même. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, c'est BorgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description, quand épinglé, un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie. Vous allez avoir la VE-STFR et même la VF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez des films comme 28 ans plus tard, Le Temple des Morts qui est excellent. Sur Disney+, vous avez déjà Jumpers ou littéralement Send Help. Sur HBO Max qu'il faut utiliser depuis l'application HBO. Même si vous avez l'abonnement via un compte Canal, connectez-vous avec sur Max, ça fonctionne. Vous avez accès à des films comme Hurlevent ou encore comme Marty Suprême. Et Cyberghost a prévu des serveurs dédiés qui optimisent le fonctionnement de toutes les plateformes. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous avez YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Prenez un pays de l'Union Européenne parce que c'est plus simple comme la Roumanie, la Bulgarie. Il y a plein de tutos en ligne qui vous disent comment faire. Et ça marche sur plein d'autres abonnements comme Letterboxd Patron par exemple. Vous le savez, mais en ce moment, il faut mettre sa carte d'identité sur certains sites internet et personne n'a envie de faire ça. Si vous voulez continuer à vous Toy Story le backroom en paix, utilisez un VPN. De même, quand vous regardez des films d'une manière très précise, vous êtes plus en sécurité avec un VPN, vous avez moins de chances de vous faire attraper. Clin d'œil, clin d'œil. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. En quelques clics, c'est fait. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours. Vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, quand épinglé, afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. J'ai commencé un peu de manière négative, mais il y a plein de choses que j'aime aussi dans cet épisode-là. Et la chose la plus marquante, je trouve, c'est le travail sur les dragons. Alors oui, ils font toujours un gros travail sur les dragons parce que c'est un peu leur argument de vente principal, même si c'est pas pour moi la chose la plus intéressante dans ce Dragon. Là, quand je parle de travail sur les dragons, je parle pas forcément d'effets spéciaux ou techniques parce que ça, c'est bon, on sait qu'ils maîtrisent, que c'est impressionnant, mais la manière dont les dragons sont filmés, là, cet épisode, je trouve ça vraiment bien. Il y a évidemment le voleur de moutons, Ship Stealer au début, et t'as ce plan caméra qui va vers lui et qui se tourne ensuite vers la fille pour filmer sa réaction. Elle monte dessus et il s'envole. C'est peut-être un peu con pour vous, hein, mais ce plan séquence-là, ça permet de donner de l'énergie, évidemment, à l'épisode, mais de faire comprendre l'échelle du dragon par rapport à la fille, de créer ce lien avec un plan qui n'est pas coupé au montage pour montrer justement qu'il y a quelque chose qui se crée entre les deux. En même temps, ressentir le poids du dragon, je trouve que c'est ce genre de petits détails, ce genre de petites séquences qui fait qu'ils savent filmer les dragons et qui font la mise en scène efficace, qui racontent des choses, surtout quand tu sais que le dragon n'est pas forcément de confiance et que le lien n'est pas parfait entre eux.
J'ai du mal avec l'échelle un petit peu de Ship Stealer, surtout au début. Tu sais pas trop il fait quelle taille. Quand tu regardes l'épisode, il y a 2 séquences avant qu'ils arrivent à la bataille et tu sais pas vraiment quelle taille fait Ship Stealer. Moi je me disais qu'il était peut-être plus petit que les autres, mais de mémoire dans la saison 2 il était teasé comme un gros dragon. Mais c'est vrai que là, vu que t'as pas trop d'éléments de comparaison à l'image, tu sais pas quelle taille il fait. C'est que à la fin que tu captes et je trouve ça un peu particulier au début parce que la fille elle est pas très très grande. Je me dis le dragon doit être un peu grand mais ça va. En fait non, Ship Stealer est assez gigantesque, surtout quand tu compares à la fin. Mais c'est qu'en termes de mise en scène, c'est que des montagnes. C'est voilà, des séquences filmées en extérieur qui sont très belles. On le ressent, ça doit être filmé en Irlande ou un truc comme ça. C'est vraiment bien, il y a un travail sur la lumière, le contraste, juste il n'y a pas un travail d'échelle qui m'a un petit peu déçu, mais bon, en tout cas à la fin on comprend ce qui se passe. Moi je trouve qu'ils ont vraiment bien géré par contre Ship Stealer, parce que tu sens qu'il est contrôlable, tu sais pas à quel point, ils font un travail sur le lien entre les deux, c'est un peu ambigu en même temps, tu sais pas s'il va être obéissant ou pas, mais vu que lui la nourrit et qu'en même temps il accepte de se faire chevaucher, il y a ce truc où tu crois à leur relation et ça te surprend à la fin quand évidemment Ship Stealer n'écoute pas. Donc le travail sur Ship Stealer je trouve vraiment cool et en termes de mise en scène, de personnages, c'est vraiment réussi. J'ai des choses que j'aime pas évidemment dans cet épisode là, c'est l'esthétique encore une fois et l'esthétique de beaucoup de séquences. Je comprends pas le choix à partir de la saison 2 d'avoir des visuels très monochromatiques comme ça, surtout en intérieur, hein. C'est pas beau. Enfin, c'est vraiment pas beau, quoi. Je comprends pas, parce que regardez cette séquence avec Aemond. On voit bien qu'il y a la lumière qui tape le visage d'Aemond, mais vu comment est fait le focus, vu comment ils ont décidé de faire aussi, évidemment, l'étalonnage par la suite, t'as une séquence dans un décor ou un manoir ou un château qui est superbe en théorie. Le plan est plutôt cool avec l'épée et tout, il y a une belle diagonale dans l'image. Mais il y a un moment, l'éclairage et comment ils ont fait l'étalonnage, ça fait très plat. Il n'y a pas beaucoup de contraste, de profondeur. Pourtant, ils ont mis un budget faramineux dans ces épisodes. Hein. C'est quoi, 20-25 millions par épisode? C'est genre un film hein, à chaque fois. Et en fait, ça ressemble à ça. Genre, c'est trop dommage. En fait, pour moi, il y a un vrai problème de focus. Ils font des focus tellement forts sur les personnages qu'on voit pas bien la lumière, que tout semble fake derrière, et ça gâche un peu la série, quoi. La différence, elle est évidente en extérieur. Regardez cette séquence-là. Quand t'as la lumière qui tape les arbres derrière, t'as le contraste, la profondeur des arbres, t'as un fort focus, mais vu qu'il y a beaucoup de choses qui sont derrière et naturelles, il y a un travail avec le jeu de la lumière, du soleil et tout, ou même des lumières qu'ils ont mises, et je trouve que ça crée un peu de profondeur, quoi. Mais c'est pas le cas dans beaucoup de séquences, et c'est un peu dommage, parce que là, il y a un contraste sur le soldat, mais quand on voit d'autres décors bâtis derrière, quand tu vois d'autres figurants, je trouve que ça fait très cheap, parce que le focus est tellement fort que le reste, on dirait un fond vert, quoi. Et ça, c'est un vrai problème, je trouve, parce que ça gâche vraiment le budget, quoi. Ils ont mis tellement d'argent dedans, montre-moi. Fais-moi kiffer, quoi. Montre-moi tes décors. La saison 1 était bien pour ça. A Night at the Seven Kingdoms est très bien pour ça. Heureusement, évidemment, que je chipote un petit peu. Je suis déçu par rapport à ça. Mais le scénario sauve toujours ce genre de truc. Enfin, toujours. Je sais pas si toujours, mais en tout cas, ça sauve pas mal de séquences dans cet épisode. Je veux dire, l'arc Louis XVI du roi, évidemment, j'aime bien le côté pathétique. Ça parle de loyauté, parce que c'est le sujet de la série, hein, c'est la loyauté, la morale, la trahison, et l'élément de surprise de le voir vraisemblablement trahi, même si c'est pour le sauver en même temps, est bien. Parce que ça crée une surprise de une pour le spectateur, ça crée une surprise pour le personnage, et en même temps tu sais que le mec il a un plan et qu'il manipule et qu'il a des idées derrière la tête pour atteindre cet objectif. Donc ça crée vraiment une situation qui est intéressante à regarder, où il y a beaucoup d'enjeux, et ça nous donne envie de voir la suite, et dans quelle direction va aller la série, s'ils vont respecter les livres à 100% ou pas, on verra. Et ça remet plutôt bien les enjeux en place, je trouve. On voit les familles se diviser, se trahir, même si c'est encore éclairé d'une manière infâme, je trouve, chez Rhaenyra. Je trouve ça insupportable. Pourquoi ce gris encore? Surtout qu'ils ont des belles bougies derrière, un décor de fou, et ça ressemble à ça. Ça m'énerve, je suis désolé, hein, je vais être en boucle sur ça, mais ça me frustre énormément. C'est ça qui m'embête par rapport à ça, mais sinon, en termes d'enjeux, bah on y est, quoi. Je veux dire, l'annonce du plan de Rhaenyra pour aller à la guerre, ça explique déjà aux spectateurs ce qu'elle veut faire et qu'est-ce qui va se passer, mais surtout, en fait, c'est les relations de pouvoir et émotionnelles entre les personnages qui intéressent ici. C'est pas le plan en soi, c'est la réaction des gens au plan de Rhaenyra. Quand tu vois Jace qui fait la gueule, tu comprends qu'en fait, il va se passer un truc. Quand tu vois les autres personnages qui réagissent tous différemment à Rhaenyra, le plan, c'est pas qu'on s'en fiche, c'est l'exposition sympa, mais c'est la réaction qui compte. Et ça, je trouve que la série l'a toujours bien fait, et c'est assez intéressant. C'est ça qui est cool, c'est qu'au fait, mine de rien, même si je trouve pas ça très très beau, il y a des choses qui me donnent envie de voir l'épisode, quoi. Mais après, ça rebalance un plan dégueulasse. On est où, là? C'est quoi ce plan méga fake, horrible, qui pue à des kilomètres, le fond vert et le décor qu'ils ont pas osé construire, et en même temps, ils sont peut-être allés dehors et ça matchait pas avec ce qu'ils voulaient. C'est l'enfer, quoi. La lumière comme ça à contre-jour, je comprends pas. Pourtant, ce qui se passe dans la séquence et la scène d'après, déjà visuellement, la scène d'après, elle est meilleure. Regardez le décor, la petite lumière derrière elle, avec cette figure un peu angélique, et surtout ce qui se passe dans la scène, avec son fils sur le trône.
c'est une bonne idée, quoi. C'est une bonne idée parce que d'un côté, moi, je suis frustré par rapport à l'inégalité visuelle de l'œuvre, mais en tout cas, ils vont chercher des beaux plans de temps en temps, et l'autre côté, bah, ça montre qu'elle a clairement perdu le contrôle sur son fils. Son fils a l'ego démesuré, déjà assis sur le trône, et en même temps, ce complexe oedipien d'une famille déjà remplie d'inceste qui va vraiment être mise en avant. Je sais pas ce qu'ils vont en faire, pour le coup. Je sais pas s'ils vont aller vraiment dans cette direction, qu'ils vont l'assumer. Je n'en sais rien. Ça m'inquiète un petit peu. J'espère que c'est pas juste un petit truc et j'espère vraiment que bah, ça va jouer dessus, quoi. Il y a un contrôle. Quand il y a une relation oedipienne comme ça, il y a un contrôle voulu de la part bah, de l'enfant dans ce cas-là et de la mère. Du coup, ça va être sur les dynamiques de pouvoir, de relations et tout. Voir qu'est-ce que Alicent sera prête à faire pour arriver à ses objectifs et sauver aussi sa famille. C'est intéressant, c'est pas surprenant quand un mégalomaniaque comme ça, bah, il veut un peu avoir tout, quoi, dont le réconfort de sa maman, même si là c'est oedipien. Et j'aime bien les grandes séquences, encore une fois, hein. Moi je vous le dis, hein, ils flexent leur budget, ils ont raison, il y a plein de plans sur les bateaux en mouvement, de tous les angles possibles, il y a beaucoup de bateaux. C'est les contours qui sont dégueulasses. Pour le coup, ça fait vraiment trop studio. Quand tu regardes un peu les contours de personnages, tu ressens un peu le fond vert ou le fond blanc ou peu importe ce qu'ils ont utilisé hein, pour les décors en bateau. C'est un petit peu dommage, ça rend le truc un peu cheap. Pourtant, il y a des trucs géniaux, quoi. Le travelling que tu as sur le champ de bataille, la caméra qui va en avant vers Daemon, qui révèle à la fois la destruction, la mort et Daemon en conquérant. Je trouve que c'est une super bonne idée. Tiens, ils profitent vraiment du décor qu'ils ont bâti, les armures par terre, les figurants et tout. C'est top, quoi, ce genre de truc. Ça, j'aime bien. Mais encore une fois, quand t'as le giga focus sur Daemon comme ça, je trouve que ça l'isole du décor et ça fait moins vrai de manière générale. Alors que si le focus était plus faible, bon, on verrait les gens derrière, on verrait les figurants, on verrait l'énorme décor extérieur qu'ils ont construit. Et là, c'est tellement bien éclairé en dehors. Tu vois, il y a les petites lumières, les torches et tout. Mais le focus est sur lui. C'est gris, son armure, ça fait un petit peu cheap quand même, je trouve, justement à cause de la manière dont c'est filmé, quoi. Et je trouve que c'est un petit peu dommage ce genre de truc où tu dis ils ont tellement d'opportunités de faire des belles choses et ils se focusent tellement sur cette DA qu'ils ont là. C'est un choix de mise en scène, hein. C'est pas genre eux qui savent pas faire, hein. C'est un vrai choix artistique de mise en scène que moi je trouve nul pour le coup. Après chacun son avis, hein. Moi ça me dérange un petit peu. Après le focus il marche bien quand il est utilisé pour révéler des personnages. Il y a l'armée qui sort de la forêt. Je trouve que c'est une super scène parce que le focus il est fait sur l'armée. Ouais, du coup il est pas fait mais quand le mec arrive il se fait sur lui, quoi. C'est assez intéressant, ça permet de révéler un truc. Là, c'est une idée de mise en scène, quoi. Il y a une tension à l'arrivée de l'armée, surtout parce que tu sais pas si c'est une armée alliée ou pas. Tu vois que déjà l'armée de Daemon, elle est un peu fracassée, fatiguée, et ils sont cachés dans les bois, ils avancent progressivement, il y a des plans qui les révèlent progressivement aussi. On entend juste le bruit, ensuite on voit des parties de l'armure et tout. Avant la révélation finale qui nous montre qu'en fait ce sont des alliés. Donc je trouve que c'est assez intéressant, surtout musicalement, c'est quand même un épisode où il y a beaucoup de musique, il laisse la musique exister, et elle est vraiment pas mal. Encore une fois, c'est des compositeurs qui ont du talent, toujours, hein, Ramin Djawadi, et ça crée ce calme avant la tempête, quoi, parce que tu sais que la tempête va arriver dans cet épisode-là. Donc, il y a plein de choses que j'aime bien dans cet épisode-là, hein, quand ils ont des bonnes idées, c'est le côté technique qui me déçoit un petit peu. Je veux dire, Cole, je trouve que c'est intéressant de le voir toujours un peu dépressif, il est en train de perdre sa morale, d'en avoir un peu rien à faire. C'est la question encore de la série, hein, comment tu gardes ton humanité, comment tu gardes vraiment ce côté chevaleresque, parce que à la base, c'est aussi un chevalier. Cole, et c'est quelqu'un d'autre qui doit lui rappeler de s'occuper des soldats agresseurs qui violent des femmes des villages à côté, quoi. Et c'est intéressant parce que Cole, il a un peu perdu la foi, quoi. Il se fait la remarque, il dit regarde autour de toi. Et c'est que c'est une remarque que je m'étais faite aussi. Tu dis, t'es dans un monde où il y a des putains de dragons gigantesques. Peut-être tu pourrais être un peu cynique. Quand il y a des mecs qui se font la guerre, des politiques avec littéralement des bombes atomiques, tu pourrais être un peu cynique. Et après, je me suis rappelé que, en fait, on vit la même chose. Donc, je comprends un peu le Cole dépressif au bout du rouleau qui en a un petit peu marre. Ça m'étonne pas. Mais j'aime bien parce que c'est vraiment ça l'histoire. C'est des gens qui doivent récupérer ou garder ou tout simplement acquérir une humanité, une foi dans l'être humain. Et en même temps, aller de manière cynique à la guerre. Le mec, il voit une femme se faire violer, il n'en a rien à foutre. Il dit, attends, t'es un chevalier ou pas? Est-ce que t'es un garde? Là, c'est la main techniquement encore du roi, je crois. Est-ce que t'es sérieux par rapport à ça? Est-ce que c'est digne de ta responsabilité, de qui tu es? Ça, j'aime bien, pour le coup, ce genre de séquence-là. Et vous voyez, quand le focus, il est pas exagéré, on voit les décors, ça fait plus vrai d'un coup. Je suis pas fou, hein, je vous dis juste. Hein, c'est là, on dirait une vraie séquence, parce que du coup, les décors, tu les ressens. Il y a le focus qui est fait sur lui et le décor, et derrière, c'est flou. Mais il y a un truc de vent entre les deux, quoi, entre le flou et ça, et l'extérieur, et ça rend bien, pour le coup, parce que ça fait vraiment vrai endroit qu'ils ont bâti, et ça, c'est pas mal du tout, quoi. J'aime bien aussi les bâtards et leurs dragons, parce que c'est des gens qui sont isolés, qui ont été ignorés, insultés, pas respectés, précaires de manière générale. Et d'un coup, encore une fois, ils se retrouvent avec des bombes nucléaires, quoi. Ils ont littéralement des armes de destruction massive qui vont être utilisées à des fins politiques.
Et c'est ça la question, c'est à quel point ils vont accepter d'être utilisés à des fins politiques. Parce que eux, ce qu'ils recherchent, c'est pas juste être respectés politiquement et être utilisés comme des armes de guerre. Hein. Eux, ce qu'ils recherchent, bah, c'est ou l'argent, ou l'amour, ou le respect, ou un titre de noblesse. Ils ont une discussion par rapport à ça. Sortir de la précarité. Il y a plein de sujets qui les concernent, eux. Et je trouve ça bien. Ils ont cette remarque assez intéressante, remarque digne d'un tyran. Ils vont me respecter car j'ai un dragon. Donc c'est pas pour ses qualités intrinsèques qu'ils vont le respecter, l'apprécier, qu'il va être noble ou pas, mais c'est parce qu'il a un dragon, donc il veut diriger par la peur déjà. Et ça c'est intéressant dans la thématique aussi, comment le pouvoir corrompt. Donc il y a des choses que j'aime bien, encore une fois. C'est des personnages qui peuvent très mal tourner pendant que les autres ils vont vouloir être appréciés pour qui ils sont, d'autres vont peut-être se perdre dans ce pouvoir justement. Et les parents et les familles qui doivent accepter leurs enfants, c'est aussi une grosse thématique de la série, que ce soit par pure sentimentalité ou par pur instinct politique. Encore une fois, on le voit avec le fameux Sea Snake et son fils se sent pas digne ou noble d'avoir accès, je crois que c'est du vin si je dis pas de bêtises, un vin précieux, et en même temps, bah, il veut l'acceptation de son père, c'est pour ça qu'il est ici. Il veut être accepté, il veut être à côté de son père, il veut être aussi professionnellement à un endroit majeur bah, pour lui, quoi, parce qu'il a toujours bossé dans cet univers-là. Là, il est avec quelqu'un d'important, son père, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas la confiance en lui pour se sentir digne, mais il est quand même agacé quand il parle de sa mère, parce qu'il a été abandonné aussi. C'est un bâtard, mine de rien. Et ça, c'est un vrai débat intérieur qu'ont ces bâtards. Oui, peut-être il y a des parents qui veulent le reconnecter avec eux, mais de l'autre côté, il y a aussi ce problème où bah, il a quand même été abandonné à la base, quoi. C'est pas pour rien. Et j'aime bien ce dialogue qu'ils ont, je trouve que c'est assez intéressant. Les séquences en bateau, par contre, c'est pas possible. Encore une fois, c'est gris, c'est laid, on voit trop les fonds verts, moi ça me dérange. Ce plan sur Lannister, c'est l'enfer sur Terre, quoi. Le flou pour cacher le fond et tout, pour moi, ça va pas du tout. Et c'est souvent ça, malheureusement. Et ça me frustre un peu parce que tous ces grands décors sont tellement bien. Genre là, t'as quand même putain, des chapiteaux entiers, t'as des figurants en armure et tout. Et au fait, vu qu'il y a toujours le focus sur ce gars, bah on voit rien, quoi. Il profite pas du décor. Et ça m'énerve à chaque fois. Je me dis, putain, mais t'as un putain de décor que t'as bâti. Utilise ta caméra pour raconter un truc. Non, c'est juste, voilà, regardez, on est HBO, on a des gros décors. Alors qu'en fait, Night of the Seven Kingdoms, ça avait genre un décor, voilà, le village. Hyper bien utilisé, quoi. Alors oui, il y a 6 épisodes dedans, d'accord, mais c'était hyper bien utilisé. T'étais jamais perdu, tu savais où t'étais, c'était top, quoi. Là, bon, bah ça reste intéressant, hein. La mise en place de la guerre, des alliances, de l'information et tout. La touche un peu crade, humoristique de Game of Thrones, du mec qui aime pas l'odeur. C'est, voilà, de la bonne mise en place de cette saison 3. Sur ça, il n'y a rien à dire, c'est la bonne exposition. Ça met bien en place, encore une fois, les enjeux. J'ai rien à dire sur ça. De ce point de vue-là, c'est cool, c'est efficace. Maintenant, il y a des trucs aussi qui sont efficaces, comme le fameux Green Man qu'on voit là. C'est assez pour nous intriguer, on le voit pas beaucoup, juste quelques frames, à peine une seconde. C'est du mystère, ça fait un petit peu flipper. Avec la sorcière, ça épouse encore plus le côté mystique. Elle va rentrer dans la tête justement de ces jeunes dragonniers. Et ça m'intéresse, quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de voir. Moi, les dragons, je trouve ça cool dans ce Dragon, hein. Mais j'ai envie de voir des conflits, au fait, des conflits dramatiques entre les personnages, des gens qui rentrent dans la tête de gens, pas qu'en mode sorcellerie, mais juste, voilà, d'un point de vue psychologique, politique et tout. Et ça m'intéresse, quoi. Je trouve ça vraiment fascinant. Maintenant, à voir comment ils vont le faire dans la série. Mais c'est ça que j'aime bien, moi. C'est les choix familiaux, en fait. Quand t'as justement Rhaenyra qui se fait enfermer, Jace, son excuse, c'est pour la protéger. C'est aussi pour s'assumer, pour s'affirmer, pour protéger le royaume, ne pas perdre encore plus de membres de sa famille. C'est un choix que je trouve assez touchant. L'acting, par contre, de tous les acteurs, je trouve que c'est pas très impressionnant. Je trouve qu'on a un peu perdu un truc assez marquant. La saison 1, ils étaient tous forts. Là, Emma Darcy, elle m'intéresse pas des masses non plus, quoi. Je trouve ça assez ok sans plus. En fait, ils n'ont pas encore l'occasion d'avoir des séquences où ils peuvent bien jouer. Mais c'est vrai que pour l'instant, moi, je suis un peu particulièrement déçu parce que personne rayonne par leur acting pour l'instant. Bon, on verra par la suite, hein. Pourtant, ça aurait dû être un peu touchant parce qu'elle a un discours par rapport au fait d'avoir le corps d'une femme, mais l'esprit d'un roi. Bon, mais c'est pas, je trouve que c'est pas intéressant en termes d'acting, c'est pas marquant, ça va sans plus. Et le final, j'ai un peu du mal avec. C'est pas que c'est mal fait en soi, mais pour moi, il y a plusieurs soucis qui m'énervent un petit peu, qui gâchent un peu, pas totalement le final, mais il y a des vrais défauts. Premièrement, c'est le brouillard dégueulasse. En fait, le brouillard dans des séquences comme ça, surtout en mode série télé, c'est pour cacher voilà, les effets spéciaux, quoi, parce que ça coûte cher de faire des effets spéciaux, quasiment tout est en effets spéciaux ici, quand tu brûles des navires et tout, bien sûr c'est en effets spéciaux. Donc quand tu mets du brouillard, tu peux cacher un peu les détails et économiser. D'accord, mais fais un brouillard beau au moins, un truc, une DA. Là c'est juste gris, c'est pas beau, et c'est comme tout, hein, je veux dire, là, ce genre de séquence avec le Sea Snake qui est là, tu dis, mais en fait, je vois les détours de tout, les contours, ça fait un peu FX, quoi. Alors oui, encore une fois, il y a des gros budgets et tout, hein, mais ça rend cheap, quoi. Et ça, c'est pas normal. Je trouve que c'est pas bien
de faire ça comme ça. Je sais pas pourquoi ils ont cette approche-là. S'il y avait plus de contraste, plus de couleurs, un focus un peu différent, en fait, on n'aurait pas ce côté cheap, je trouve. C'est un choix artistique que je n'aime toujours pas. Et ça arrive à gâcher pas mal de séquences. Il y a beaucoup de séquences d'action, évidemment c'est une grosse séquence d'action finale, mais il y a des séquences d'action en dragon et avec les navires et voilà, d'épée de manière générale. Et là ça fait extrêmement cheap, forcément à cause des décors, encore une fois, le gris dégueulasse, les fonds verts et tout. Le montage par contre, faut parler du montage. Je trouve que les scènes d'action sur les navires, c'est le bordel. Mais pas le bordel, on comprend pas ce qui se passe, mais on est quand même bien organisé en tant que metteur en scène pour faire une belle scène et tout. Non, c'est une séquence qui est bordélique de A à Z. On sait jamais où sont les personnages, où est la caméra, pourquoi elle est là, pourquoi elle bouge comme ça, pourquoi c'est cuté à certains moments. Il y a des cuts, il y a de manière extrêmement abrupte, je trouve, pour passer un autre personnage, une autre séquence, en plein milieu d'un mouvement. Ça fait trop bizarre. En fait, ça va des personnages que tu connais pas forcément, que t'as pas forcément toujours le temps de reconnaître rapidement parce qu'ils sont en armure et tout. C'est pas évident, ça cut beaucoup. Il y a pas de shaky cam, hein, ça va, hein, c'est plutôt fluide de ce point de vue-là, mais c'est pas fluide dans le montage, quoi. Et ça, je trouve que c'est dommage et tu sais jamais dans quelle direction ça va aller. T'es toujours perdu sur le navire et ça, pour moi, c'est juste de la mauvaise mise en scène, quoi. Tu comprends pas ce qui se passe. À la fin, ça va un petit peu mieux parce que le navire, il est coupé en deux. Du coup, avant, t'avais un ou plusieurs navires collés, ils se battaient dessus, t'étais un peu perdu. Mais là, au fait, vu qu'il y a un navire qui est coupé en deux, tu sais de quel côté t'es du navire à chaque fois. Parce qu'il y a ce fossé qui est créé à cause de ce navire coupé. Donc là, ça allait un petit peu mieux. Mais globalement, en termes de montage, c'était quand même encore le bordel. Et t'as pas cet enjeu fort où tu dis que les gens vont peut-être mourir parce que je trouve que la mise en scène te sort complètement du truc et c'est mal foutu. Pourtant, la séquence de la traversée, elle est top. Ils se focalisent sur un seul navire, ils arrivent à bien l'enfermer dans ce passage. Il y a plein de plans qui donnent une idée de la dimension du navire, du danger, de la vitesse, que ce soit d'en dessous du navire, sur les côtés, d'en haut. En fait, tu comprends parfaitement ce qui se passe. C'est limpide de ce point de vue-là. Tu comprends pourquoi c'est dangereux. Donc, je trouve que c'est assez haletant comme séquence. Et le plus gros danger, c'est le paysage. C'est pas les autres soldats. Et ça, je trouve qu'ils l'ont vraiment super bien fait. Et je suis assez content de ce résultat-là. Mais c'est vrai que le reste de l'action, sauf les dragons, c'est un petit peu nul. L'arrivée des dragons, top. Il y a une sorte de plongée toujours du point de vue du deuxième dragonnier. Donc, au fait, on suit la personne qui est derrière. Parce qu'en ayant la caméra sur la personne qui est derrière, on voit les deux dragons, tout simplement. Et il y a ces grosses plongées, évidemment, avec les dragons qui arrivent, qui crament les navires. De ce point de vue-là, pour moi, c'est super, c'est bien fait. T'es toujours dans une grosse séquence, gros effets spéciaux. On se repère bien dans l'espace. Les dragons, ils ont tendance à voler assez bas à côté des navires. Du coup, c'est dynamique. Pareil, c'est une grosse séquence généreuse d'action que je trouve bien de ce point de vue-là. Et en même temps, quand le dragon se fait attacher, tu sens le poids de la bête, tu sens la difficulté à voler. Vu l'angle de la caméra, là, tu vois bien en fait l'assaut, on va dire, le câble qui tient le dragon, à quel navire il est attaché, quand il va reculer et tout. C'est nickel. Franchement, de ce point de vue-là, ils ont super bien géré. C'est pas facile à faire, des dragons qui volent. C'est pas facile à s'orienter dans l'espace quand t'as une caméra. C'est pour ça que je suis étonné qu'ils aient plus réussi le travail dans les airs où littéralement t'as plein de dimensions à gérer et c'est hyper bien fait que le travail sur un bateau où t'as grosso modo 2 axes à gérer. Bon, c'est assez étonnant, peut-être les artistes d'effets spéciaux étaient avec de meilleures idées de mise en scène, mais globalement, tu sens la difficulté à voler, c'est super. L'arrivée de Ship Stealer, en fait, c'est une arrivée presque, non pas montrée comme triomphante, mais voilà, il y a un truc où tu dis, il y a un troisième dragon qui arrive, ça peut bien se passer, mais tu sens le poids de la créature, encore une fois. Les dégâts causés, parce qu'il se prend du feu dessus, il se prend plein de flèches, ce genre de trucs, et surtout, Ship Stealer, il vole très bas. Et vu qu'il vole très bas, tu sens la vitesse au-dessus de l'eau, parfois ses ailes touchent l'eau et tout, donc c'est génial en termes de dynamisme. Et en même temps, tu vois le nombre de navires, quoi. Et Ship Stealer qui commence à tout cramer, c'est à la fois satisfaisant de voir cette bête incontrôlable. Tu comprends enfin la taille clairement du dragon, et c'est tragique et beau à la fois. Et je kiffe Ship Stealer et son arrivée, parce que ça devient à la fois un dragon qui est menaçant, mais pas trop, parce qu'en fait, il est pas contrôlable, mais c'est pas quelqu'un qui met en danger le personnage qui est dessus, mine de rien. Et en même temps, ce qui est fascinant, c'est oui, la manière dont ça interagit avec les autres dragons, à la fois au ras du sol et en même temps dans les airs. Il y a un fort enjeu émotionnel parce qu'il peut mettre en danger par contre les autres dragonniers, ce qui est intéressant je trouve, et il y a un conflit avec les personnages qui ne devraient même pas avoir lieu en réalité. Donc ça, j'aime bien. Et encore une fois, quand tu vois maintenant la vraie taille de Ship Stealer, t'es quand même assez content d'avoir ce genre de séquence hyper généreuse et jouissive. Et en même temps, ce qui est cool, c'est la mise en scène, quoi. Encore une fois, Jace qui se fait courser à côté des navires par Ship Stealer, c'est génial comme séquence. C'est une séquence qui est tellement divertissante, tu dis ok, putain, c'est une grande séquence de dragons. C'est qu'en fait, dans le monde du cinéma, on n'a pas on n'a pas de dragons en fait. Dans le monde du cinéma de manière générale, il y a très peu de dragons et c'est qu'il y a que Game of Thrones qui nous offre des vraies séquences de dragons. Et celle-ci, si on oublie le combat au corps à corps, la séquence de dragons, et à chaque fois les séquences de dragons dans Game of Thrones,
quelle réussite. Et encore une fois, là, c'est une vraie réussite. Donc je trouve ça super bien, c'est vraiment bien fait. Il y a un couloir entre les navires, comme s'ils volaient à travers un passage des dragons. Non, c'est super. De ce point de vue-là, moi, j'ai trouvé ça assez dingue. Tout ça pour finir en brochet. Alors évidemment, bah, c'est la mort de Jace et de son dragon. Mais le plan sur le dragon aussi, bah, il a dû coûter tellement cher. Ça, c'est le money shot. Hein. On peut dire que les autres séquences de l'épisode étaient bien. Mais ça, c'est le money shot de l'épisode. C'est le dragon dans l'eau, les particules d'eau, le dragon, la texture, l'animation, le dragon qui se noie. C'est magnifique et triste à la fois, mais entre la DA, entre bah, l'enjeu émotionnel et tout, c'est une séquence que je trouvais assez bien faite. Je vais pas chialer, hein, mais c'est vrai que c'était vraiment bien. Et c'est rare de voir un dragon se noyer au cinéma, quoi. En tout cas, en live action ou à la télé, si vous voulez. Mais en tout cas, en live, c'est rare de voir ça. C'est assez grandiose à voir, mais grandiose dans un sens assez triste. Et ça, j'ai bien aimé. Et puis Jace qui se fait tuer presque bêtement, entre guillemets. C'est un peu touchant, quoi. C'est une mort assez simple. Tu pensais qu'il allait peut-être s'en sortir. Lui a survécu, son dragon non, mais non, il se fait quand même bien tuer. Bon, si vous connaissez un peu les livres, vous saviez que ça allait arriver. Hein. Mais en tout cas, je trouve que c'est plutôt bien fait. Voilà, c'est pas une mort hautement dramatique. La mort du dragon était bien plus dramatique. Mais là, c'est une mort que je trouve bien, douce et cool. Et c'est un épisode que j'aime bien. Franchement, c'est un bon retour, mais juste... Putain, la DA, quoi. La mise en scène du truc m'énerve un petit peu à certains moments, mais le reste, bah, je trouve que c'est solide en termes de scénario, en termes de personnages. C'est juste la mise en scène, j'ai du mal, le côté technique, mais ça reste un bon épisode et je le conseille. Je sais pas si je ferai tous les épisodes chaque semaine, on verra bien, mais en tout cas pour l'instant, je suis assez satisfait de ce que j'ai vu et je peux vous recommander ce troisième épisode et j'espère que vous avez des choses à dire dessus. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, aide beaucoup la chaîne. Maintenant, toutes les vidéos sont disponibles en mode podcast sur les plateformes traditionnelles. Suivez-moi sur Instagram, TikTok et Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.